Cette fillette supplie qu'on la laisse respirer. Les adultes rigolent. La caméra tourne. Et quelques heures plus tard, elle est morte. Comment une thérapie, censée recréer l'amour d'une mère, a pu se transformer en lente exécution filmée d'une enfant de 10 ans? Dans le froid de novembre, l'année 1989 s'ouvre comme une page blanche. Et sur cette page, un nom s'inscrit. Candace Tiara Elmore. Elle naît le 19 novembre à Lincolnton, dans le comté de Lincoln, en Caroline du Nord. Une petite ville américaine, maison basse, rue tranquille, usine qui ferme tôt, et ce voile persistant de pauvreté qui s'accroche aux façades comme une fine poussière grise. Dans une chambre modeste, sous une lumière jaune trop dure, un cri d'enfant fend l'air. Candace arrive dans un monde déjà cabossé. Sa mère biologique, Angela, qu'on appelle Angie, vit sous le poids de la misère. Le frigo parfois vide, les factures qui s'empilent, les jours où l'on choisit entre chauffage et nourriture, la fatigue qui alourdit les gestes, l'alcool peut-être, les renoncements. Rien n'est écrit sur un acte de naissance, mais tout transparaît dans les rapports que, plus tard, les services sociaux consignent, ligne après ligne. Les dossiers du Department of Social Services du comté de Lincoln décrivent une maison où l'attention manque, où les soins se délitent. Négligence répétée, enfants laissés seuls, hygiène défaillante. Des voisins s'inquiètent. Un appel, puis deux. La machine administrative se met en marche. Des travailleurs sociaux viennent frapper à la porte. Ils voient le désordre, sentent l'odeur de linge humide, notent l'absence de nourriture suffisante, remarquent le regard de l'enfant, trop silencieux, trop adulte pour son âge. Les premières fois, l'État hésite encore. On menace, on conseille, on impose des suivis. On espère une correction, un redressement, une prise de conscience. Mais les rapports s'accumulent comme des nuages sombres. Les visites de contrôle montrent le même décor. Pauvreté tenace, confusion, incapacité à offrir un cadre stable. Enfin, une décision tombe, nette comme un coup près. La garde est retirée. Candace quitte la maison d'Angela. Elle ne porte encore que quelques années, mais déjà elle apprend la brutalité des séparations décidées par d'autres. Elle entre alors dans un autre monde, celui du foster care, le système de famille d'accueil. Une voiture l'emmène, quelques sacs en plastique pour tout bagage. Une première maison, puis une autre. Une chambre, puis une autre. Des visages changeants, des règles changeantes, des odeurs de lessive différentes dans chaque foyer. Elle s'adapte, elle résiste. Ou peut-être pas. On la déplace, encore. Les comptes rendus de presse et d'audience parlent de rotation, de passage d'un foyer à un autre, comme si l'enfance de Candace se fragmentait en adresses successives, sans enracinement. Au milieu de ce mouvement perpétuel, le destin prend la forme d'une femme qui n'a jamais tenu d'enfant contre elle. Jean Elizabeth Newmaker. Infirmière praticienne en Caroline du Nord, spécialisée en pédiatrie. Elle vit seule, célibataire, sans enfant biologique. Elle connaît les battements de petits cœurs sur les moniteurs, les courbes de croissance, les vaccins, les pleurs dans les salles d'attente. Elle connaît les corps fragiles. Mais elle ne connaît pas encore ce que c'est qu'être mère, le soir, quand la porte se ferme et que le silence de la maison attend une autre respiration que la sienne. Jean décide d'adopter. Dans les dossiers, son profil rassure. Stabilité professionnelle, revenus suffisants, maison à Durham, Caroline du Nord. Elle remplit les formulaires, suit les entretiens, répond aux questions officielles sur ses motivations, son passé, ses projets. Dans ce labyrinthe de documents, un nom apparaît. Candace Tiara Elmore. Une enfant marquée par des négligences.
par les lacunes d'un amour qui n'a pas su prendre soin. Une enfant à replacer, à protéger, à sauver, selon le vocabulaire discret des rapports. En 1996, l'adoption se finalise. L'État tamponne, signe, entérine. Ce qui était placement provisoire devient filiation légale. Candace quitte le monde des foyers d'accueil pour entrer dans la maison d'une seule mère. Avec cet accueil, son identité se transforme. Elle ne s'appelle plus Candace Tiara Elmore. Les papiers officiels, les articles la nomment désormais Candace Elizabeth Newmaker. Nouveau nom, nouveau foyer, nouvelle ville. Durham. Des rues plus vastes, une école à rejoindre, de nouveaux camarades. Les archives judiciaires consignent cette métamorphose administrative. Mais derrière une ligne de texte, un glissement plus profond s'opère. Celui d'une enfant ballottée vers une promesse de stabilité. Là, à Durham, Candace s'installe. Une chambre, un lit, des draps propres. Une inscription à l'école, un dossier scolaire qui s'ouvre, des enseignants qui notent sa présence au registre. Jean veille à son suivi médical. Rendez-vous chez le pédiatre. Carnet de vaccination à jour. Puis, bientôt, consultation psychologique. Car sous cette apparence de normalité, quelque chose résiste. Les témoins diront que Candace a du mal à se laisser approcher, qu'elle se ferme, qu'elle se met en colère. Des cris éclatent, des objets volent peut-être. Les rapports parlent de comportements agressifs, perturbateurs, de difficultés à établir un lien affectif stable avec sa mère adoptive. Dans la cuisine, les mots se heurtent. Dans la voiture, les silences pèsent. Parfois, Candace semble indifférente. Parfois, elle explose. Jeanne, infirmière pourtant habituée aux souffrances d'enfants, se trouve démunie. Elle cherche des réponses. Elle consulte des psychologues, des psychiatres en Caroline du Nord. Au fil des séances, un diagnostic commence à prendre forme. Un mot anguleux, étranger, qui cherche à contenir l'énigme de cette difficulté à aimer sans peur. Reactive Attachment Disorder. Trouble réactionnel de l'attachement. On en parle dans les cabinets, dans les rapports, dans les analyses postérieures. Des psychiatres suggèrent qu'une enfance marquée par la négligence, par l'instabilité des foyers, a abîmé la capacité de Candace à faire confiance, à se sentir en sécurité. Jeanne lit. Elle se rend à des conférences sur l'adoption et ses blessures invisibles. Elle rencontre d'autres parents adoptifs qui racontent des histoires semblables. Des enfants qui repoussent l'affection, qui testent, qui provoquent. Dans les couloirs de ces rencontres, on évoque des méthodes spécialisées, des approches pour ces enfants difficiles. On échange des titres de livres. On murmure des noms de thérapeutes qui se disent experts du RAD. Au-dessus de ces trajectoires individuelles, un autre mouvement se dessine, plus vaste, comme un courant souterrain qui traverse les États-Unis. Dans le grand livre des diagnostics psychiatriques, le DSM, le Reactive Attachment Disorder existe. On le reconnaît comme un trouble lié à des carences précoces, à l'absence de soins stables dans les premières années. Des recommandations prudentes encouragent une prise en charge fondée sur la sécurité, le temps, la constance. Nulle part, dans ce manuel, n'apparaissent des prescriptions de contrainte, de suffocation, de renaissance symbolique. Pourtant, en marge de la psychiatrie classique, autre chose pousse. Dans les années 1980 et 1990, sur les hauteurs du Colorado et dans quelques autres États, se développent des courants qui se nomment Attachment Therapy. Des praticiens, parfois titulaires d'une licence en travail social, parfois moins formés, proposent des thérapies intensives pour les enfants adoptés en difficulté. Les témoignages, les enquêtes, les rapports d'associations professionnelles décrivent des pratiques physiques controversées. Confinement, forte pression corporelle, hold-in thérapie, explosion émotionnelle guidée. On promet aux parents épuisés une solution, une renaissance du lien,
par des méthodes dures, spectaculaires, censées briser la résistance de l'enfant. Au Colorado, avant l'an 2000, aucune loi ne vient encore tracer une frontière nette. Aucune réglementation spécifique n'interdit ces techniques dites de rebirthing thérapie ou de compression thérapie. Dans ce vide légal, certains cabinets prospèrent. Parmi eux, un centre à Evergreen, une ville nichée dans les montagnes, à l'ouest de Denver. Là, la thérapie se teinte de vocabulaire quasi mystique, naissance symbolique, régression, renouveau. Le destin de Candace bifurque lorsque le nom d'une femme remonte jusqu'à Jan Newmaker. Connell ou Connie Watkins. Les journaux, plus tard, la décrivent comme une ancienne assistante sociale, détentrice d'une licence de travailleur social, installée comme thérapeute de l'attachement à Evergreen. Elle n'est ni psychiatre, ni psychologue clinicienne diplômée, mais elle se présente, avec assurance, comme spécialiste du RAD. On ne sait plus très bien, dans les récits, quel professionnel ou quel réseau de thérapeutes a tendu ce fil entre Durham et Evergreen. On sait seulement qu'il existe. Un jour, Jeanne reçoit un nom, un contact, une promesse. Autour de Connell Watkins, un petit groupe travaille. Il y a Julie Ponder, thérapeute associée, qui participe aux séances les plus intenses, dont celle de rebirthing. Il y a un cabinet ou un centre, à Evergreen, où l'on reçoit des enfants adoptés venus de différents États. Les témoignages d'anciens patients, les investigations policières, raconteront après coup des sessions de compression, d'enveloppement, de simulation de naissance. Des enfants enveloppés dans les couvertures, tenus serrés, soumis à des pressions physiques censées les obliger à lutter pour naître, pour s'ouvrir à un nouveau lien. Dans le foyer de Durham, les années passent et les tensions entre Jeanne et Candace s'aiguisent. Les difficultés relationnelles ne s'apaisent pas. Les colères, les résistances. Cette impression constante pour Jeanne de ne jamais atteindre le cœur de sa fille adoptive. Un jour, elle prend une décision qui, sur le moment, lui semble être un dernier recours. Elle ira là où l'on dit savoir traiter ses enfants blessés par l'abandon. Elle ira au Colorado. Nous sommes en avril 2000. Le printemps monte dans les arbres de Caroline du Nord, tandis qu'un plan se dessine. Jeanne organise le voyage. Billets, dates, valises. Les documents judiciaires relèvent les traces de ce déplacement. Une mère adoptive et sa fille de 10 ans, Candace Elizabeth Newmaker, quittent Durham pour Evergreen. Elles ne partent pas en vacances. Elles se rendent à un programme intensif de attachment therapy dirigé par Connell Watkins. Sur les hauteurs du Colorado, les montagnes étirent leurs silhouettes bleutées. L'air est plus sec, plus froid. Candace et Jeanne s'installent dans un logement temporaire, à proximité du cabinet de Watkins. La semaine est planifiée. Plusieurs jours de séances, de plus en plus profondes, de plus en plus physiques. Au centre, des figures se mettent en place autour de Candace. Connell Watkins, meneuse de la thérapie. Julie Ponder, son associée. Britta Sinclair, assistante. Jack McDaniel, stagiaire ou aide. Et Jeanne elle-même, invitée parfois à participer, parfois à observer, parfois à se retirer. Dès les premiers jours, la thérapie ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les cabinets ordinaires. Les séances de holding thérapie enferment Candace dans les bras d'adultes qui la serrent, la contiennent, la provoquent émotionnellement. Des enregistrements vidéo antérieurs à la séance fatale montrent ces moments de lutte, de contrainte. Candace pleure, résiste, proteste. On la pousse à exprimer sa colère, sa peur. On la maintient. La technique repose sur l'idée que, par cette intensité, l'enfant cédera, relâchera sa défense, acceptera enfin l'attachement. Jeanne observe. Elle voit les pleurs, entend les supplications. Elle rapporte plus tard qu'elle perçoit la résistance,
la détresse de Candace, mais qu'on la rassure. Les thérapeutes lui disent que c'est normal, qu'il faut persévérer, que ces crises sont le passage obligé vers la guérison. Elle continue donc. Elle leur fait confiance. Ici, aucun médecin ne surveille les constantes vitales des enfants. Aucun monitoring. Aucune présence médicale indépendante. Les experts, plus tard, devant les juges, souligneront ce vide autour d'une pratique pourtant physiquement intense, où la respiration, la pression, le corps tout entier sont engagés. Au cœur de ce programme, un rituel occupe la place centrale, la séance de rebirthing. Elle est prévue pour le 18 avril 2000. Ce jour-là, dans la maison bureau de Connell Watkins à Evergreen, tout se prépare. Le but, disent les thérapeutes, est clair. Il s'agit de faire renaître Candace, symboliquement. De la faire passer une nouvelle fois par une naissance, pour recréer le lien avec sa mère adoptive. Candace doit se battre pour naître, sortir d'un cocon qui jouera le rôle d'utérus, pour trouver, à l'extérieur, Jeanne, l'attendant comme une mère au moment de l'accouchement. Un scénario de salut dans leur bouche. Mais aucun psychiatre indépendant n'a validé ce protocole. Aucune institution reconnue ne la valise. Aucune recommandation officielle ne l'encadre. C'est une invention de marge, une pratique artisanale, dangereuse, enveloppée dans le vernis d'un langage pseudo-thérapeutique. Le 18 avril, la pièce se remplit. Les montres marquent une heure que personne n'oubliera plus. Sont présents Candace, 10 ans, Connell Watkins, qui dirige, Julie Ponder, Britta Sinclair, Jack McDaniel et Jeanne, présente au début, puis parfois à l'extérieur de la pièce, selon les versions. Un matelas est posé au sol. On dispose des oreillers. On étale une couverture ou un drap. Ce sont des objets domestiques, neutres, ordinaires. Ils vont devenir les instruments d'un supplice que personne ne nomme encore ainsi. La séance est filmée. Une caméra tourne, implacable, enregistrant chaque mot, chaque souffle, chaque minute. Ce document deviendra plus tard la pièce maîtresse de l'accusation. Mais pour l'instant, c'est une simple bande qui file, muette, tandis que la voix des adultes remplit la pièce. On demande à Candace de s'allonger sur le matelas. On l'enveloppe dans la couverture, serrée, roulée, les extrémités bien maintenues. L'amas de tissu devient, dans la fiction du rituel, un utérus. Les adultes prennent place autour, sur elle. Ils s'assoient, s'allongent, appuient. Leur poids cumulé comprime le corps de l'enfant. Ils appellent cela des contractions. En réalité, c'est une pression soutenue sur une petite cage thoracique, sur des poumons fragiles. La séance commence. Les voix enregistrées racontent l'instant avec une précision que nul ne pourra jamais effacer. Très vite, à l'intérieur de la couverture, la voix de Candace s'élève. « I can't breathe » je n'arrive pas à respirer. Elle le répète. « I'm going to die » je vais mourir. « Please stop » s'il vous plaît, arrêtez. Elle dit encore « I'm going to throw up » Elle signale la nausée, le manque d'air. Chaque phrase traverse la couverture, franchit l'espace, atteint les oreilles des adultes. Mais ces oreilles sont occupées par une autre croyance. Les thérapeutes, convaincus d'être en face d'une résistance, minimisent, nient, recadrent. Ils répondent que les enfants disent souvent cela, que ces mots font partie du processus, que pour naître, Candace doit pousser plus fort, lutter plus. « Push harder », disent-ils. « Continue, bats-toi ».
Ils l'encouragent à se battre, sans voir que, sous leur poids, l'enfant ne se bat plus pour un symbole, mais pour l'oxygène même. La pression continue. Non pas quelques secondes, non pas quelques minutes. Les estimations convergent sur une durée prolongée. 40 minutes, peut-être davantage. Plus d'1 heure de compression quasi ininterrompue. Sous la couverture, l'air se raréfie. Le cœur s'affole, puis ralentit. Le cerveau réclame désespérément l'oxygène qui ne vient plus. Peu à peu, la voix de Candace faiblit. Ses protestations se font rares, puis s'éteignent. Sur les transcriptions, à un moment, le vide apparaît. Plus de réponses, plus de mots. Les adultes, pourtant, persistent. Ils interprètent ce silence comme une autre forme de résistance, un retrait, une feinte. Ils prolongent la naissance fictive alors que, à l'intérieur, la vie réelle bascule. Enfin, quelque chose les alerte. L'absence totale de réaction, l'immobilité. Ils décident d'ouvrir la couverture, de défaire ce cocon devenu linceul. Quand ils dégagent Candace, elle ne parle plus. Elle ne réagit plus. Son corps est inerte. Ses lèvres, sa peau, prennent cette teinte bleuâtre qui, plus tard, portera un nom dans les rapports médicaux. Cyanose. Elle ne respire plus efficacement. Son cœur vacille. La panique remplace soudain les certitudes. On appelle le 911. L'heure est consignée dans les registres d'urgence. Les voix affolées décrivent une enfant inconsciente. Les sirènes traversent Evergreen, fendent le calme des montagnes. Les paramédics arrivent, découvrent Candace, entreprennent les manœuvres de réanimation sur place. Massage cardiaque, ventilation. Choc de voir un petit corps ainsi, dans une maison où l'on parlait de thérapie. On transporte Candace vers l'hôpital, à Evergreen ou vers Denver, selon les rapports. Les portes des urgences s'ouvrent. L'équipe médicale prend le relais. Les médecins urgentistes constatent l'arrêt cardio-respiratoire, l'hypoxie sévère, les lésions cérébrales probables. On la met sous assistance respiratoire. On la place en soins intensifs pédiatriques. Dans cette unité, le temps se suspend. Machines, tuyaux, alarmes. Des mains expertes se battent contre les dommages causés par l'asphyxie mécanique. Mais certaines batailles ne se gagnent pas. Le 19 avril 2000, un jour après la séance, Candace meurt. 10 ans. Une décennie d'existence s'achève sur une feuille de rapport d'autopsie, signée par le coroner du comté de Jefferson, Colorado. Cause de la mort, asphyxie par compression. Arrêt cardio-respiratoire. Lésion cérébrale irréversible. La renaissance promise s'est changée en anéantissement. La mort d'un enfant, dans un cabinet qui se dit thérapeutique, ne peut rester dans l'ombre. Par obligation légale, l'hôpital signale le cas comme décès suspect. Les autorités du Colorado se mettent en mouvement. Le bureau du shérif du comté de Jefferson saisit la vidéo de la séance, les dossiers de Candace, les notes des thérapeutes, le matériel utilisé. Chaque oreiller, chaque couverture devient une pièce à conviction. Les enquêteurs interrogent Connell Watkins, Julie Ponder, Britta Sinclair, Jack McDaniel et Jean Newmaker elle-même. On suspend les activités thérapeutiques de Watkins et Ponder, au moins le temps de comprendre. Les faits, pourtant, se sont déjà gravés dans la bande vidéo. Les procureurs la regardent. Ils entendent la voix de Candace implorant pour sa vie. Ils observent les réactions des adultes. Ils voient la durée de la compression. Ils lisent le rapport d'autopsie. Alors, une décision se forme. Le procureur du comté de Jefferson choisit de poursuivre pénalement ceux qui, ce jour-là, ont tenu le corps de l'enfant enfermé. Les actes d'accusation nomment Connell Watkins et Julie Ponder comme principales responsables. Le chef d'accusation majeur, Child Abuse Resulting in Death. Maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Un crime de classe 2 au Colorado. Britta Sinclair et Jack McDaniel sont aussi mis en cause, pour des chefs moindres, complicité,
participation. On examine le rôle de Jean Newmaker. A-t-elle vu? A-t-elle compris? A-t-elle été trompée? Le procureur, finalement, ne la poursuit pas pour homicide. Il considère qu'elle a été abusée par les thérapeutes, qu'elle a cru, à tort, à la légitimité et à la sécurité de la méthode. L'affaire éclate dans la presse, comme une détonation. En avril 2000, les journaux locaux, puis nationaux, puis internationaux relaient l'histoire de cette fillette morte étouffée dans une séance de rebirthing therapy. La vidéo, sans être diffusée en intégralité, est décrite avec précision. On parle d'un enfant qui répète « I can't breathe », tandis que des adultes s'assoient sur elle. L'opinion publique frémit d'indignation, d'incompréhension. Comment, sous le couvert de la thérapie, a-t-on pu ignorer des supplications aussi claires? Des responsables médicaux et psychiatriques prennent la parole. Ils condamnent cette rebirthing therapy comme non scientifique, dangereuse, contraire à toute éthique. Ils rappellent que le Reactive Attachment Disorder n'a jamais justifié de telles pratiques. Des associations professionnelles, des organisations de défense des enfants se dressent contre ces méthodes coercitives. Le nom de Candace devient rapidement un cri d'alarme. Jean Newmaker apparaît dans certains médias. Elle parle de son choc, de sa culpabilité, de la confiance qu'elle avait placée en Watkins et Ponder. Elle admet avoir assisté à des séances, avoir vu des choses qu'elle ne comprenait pas entièrement, avoir cru qu'elles étaient nécessaires. Ces mots ajoutent une couche de tragédie, celle d'une mère qui, cherchant à soigner, a livré son enfant à un danger mortel. En 2001, le drame se transporte du terrain intime vers la solennité d'un tribunal. Le procès de Connell Watkins et Julie Ponder s'ouvre au tribunal de district du comté de Jefferson. Dans la salle, les avocats, les familles, les journalistes. Sur les bancs, la mémoire de Candace siège, invisible mais imposante. Les preuves défilent. On projette la vidéo intégrale de la séance du 18 avril 2000. Les jurés voient les oreillers, la couverture, les adultes qui rient parfois ou insistent, et au centre, une voix d'enfant qui faiblit. On lit le rapport d'autopsie, détaillant les lésions, la cause de la mort, le mécanisme précis de l'asphyxie. Jane témoigne. Britta Sainte-Claire témoigne. Jack McDaniel, les paramédics, les médecins, tous racontent un fragment du puzzle. Des experts en psychiatrie de l'enfant, en pédiatrie, montent à la barre. Ils expliquent les dangers de la compression, les risques de restreindre la respiration d'un enfant, l'absence totale de base scientifique pour ces techniques de rebirthing. La défense de Watkins et Ponder s'accroche à une idée. Elles n'auraient pas voulu tuer Candace. Elles auraient simplement appliqué une méthode qu'elles croyaient thérapeutique pour le RAD. Elles se disent convaincues, jusqu'alors, du bien fondé de cette approche. Mais face à la vidéo, aux supplications ignorées, aux plaintes répétées de manque d'air, cette défense se heurte à la réalité brute des faits. Le verdict tombe. Connell Watkins est reconnu coupable de child abuse resulting in death et d'autres chefs liés à la maltraitance d'enfants. Julie Ponder reçoit le même verdict pour le chef principal. La sentence est lourde, 16 ans de prison pour chacune. 16 années pour répondre à ces 40 minutes, 7 heures de compression qui ont suffi à détruire une vie. Britta Sainte-Claire et Jack McDaniel, eux, concluent des accords de plaidoyer avec le procureur. Ils reconnaissent leur implication, acceptent des chefs moindres. Leurs peines sont plus légères, prison réduite, parfois probation, interdiction professionnelle. Moins de temps derrière les barreaux, mais le sceau, à jamais, d'avoir participé à cette séance. Pendant que la justice punit, les institutions en tirent des leçons. Des associations professionnelles de santé mentale publient des condamnations officielles de la rebirthing therapy. L'American Psychiatric Association, l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, entre autres, réaffirment que ces pratiques n'ont aucun fondement scientifique, qu'elles sont dangereuses, qu'elles doivent être bannies. Des ONG de défense des enfants s'emparent du cas pour dénoncer l'ensemble des thérapies coercitives de l'attachement. Compression, suffocation simulée,
pression prolongée. Au Colorado, les législateurs se penchent sur le vide qui a permis à de telles pratiques de prospérer. Une proposition émerge, une loi pour interdire explicitement ces techniques. On la façonne en pensant à Candace. En 2001, la législature du Colorado adopte un texte qui trace une ligne rouge. La Candace's Law. La loi de Candace. Son contenu est clair. Il interdit toute thérapie de rebirth ou similaire qui consiste à envelopper un enfant dans des couvertures, draps ou matériaux, tout en exerçant une pression susceptible de restreindre sa respiration. Ces actes sont désormais qualifiés de maltraitance d'enfant, punissables pénalement. La loi s'applique à tous. Quiconque, qu'il soit titulaire d'une licence professionnelle ou non, pratique de telles méthodes, s'expose à la justice. Le nom de Candace est inscrit dans le texte, dans les débats, dans le surnom même de la loi. Au-delà du Colorado, d'autres États observent, réfléchissent. En Caroline du Nord, dans certains États de l'Ouest, des projets similaires sont discutés. On parle d'encadrer plus strictement les thérapies de l'attachement, d'interdire les rebirthing physiques. Tous ne vont pas jusqu'au bout. Il n'existe pas, à l'échelle des États-Unis, de loi fédérale unique qui bannit ces pratiques. Mais l'histoire de Candace devient un argument dans les discussions nationales sur la maltraitance en contexte thérapeutique. Dans les universités, dans les alliances professionnelles, dans les comités d'éthique, son nom revient, encore et encore. Des articles académiques étudient le cas comme un exemple extrême de dérive thérapeutique mortelle. On insiste sur l'importance de pratiques fondées sur des preuves, sur la vigilance nécessaire quand des méthodes non validées, spectaculaires, promettent des miracles. Des organismes de régulation renforcent leur mise en garde contre les contraintes physiques, les pressions corporelles, tout ce qui peut restreindre la respiration d'un enfant, même au nom d'une symbolique de naissance. La rebirthing thérapie recule dans la lumière publique. Elle se replie, se fait plus discrète, chuchotée dans des cercles marginaux. Officiellement, elle n'est plus défendable. Officieusement, des pratiques apparentées persistent, selon des enquêtes ultérieures, dans des coins obscurs, loin des caméras, loin des tribunaux. Mais elles savent désormais qu'un nom les précède, comme un avertissement.